passe maintenant à l'invité d'Au cœur de l'info. C'était hier la journée mondiale de la liberté de la presse, l'occasion pour Reporters sans frontières de publier son rapport annuel et le constat est celui d'un recul de la liberté d'informer et d'être informé dans nombre d'endroits de la planète. À l'heure où pullulent les fausses informations et où de nouvelles technologies permettent de nouvelles sortes de manipulations, zoom ce soir sur le travail essentiel des journalistes et notamment des reporters de terrain qui parfois au péril de leur vie vont chercher l'information à la source pour que nous soyons tous bien informés. J'ai le plaisir de recevoir ce soir un visage connu de France 24, la grande reporter Patricia Alémonière. Bonsoir Patricia, bonsoir. Merci d'être avec nous. On a l'habitude de vous voir plutôt le soir en semaine sur notre antenne. Cette fois, on voulait s'attarder sur votre parcours, avoir votre vision du monde. Vous qui avez couvert d'innombrables guerres durant 30 ans pour TF1, en Bosnie, en Algérie, au Rwanda, en Irak, en Afghanistan ou encore au Yémen. J'en oublie beaucoup. Et cette expérience très riche, vous la partagez dans un livre, Au cœur du chaos. Un grand reporter raconte la guerre à sa fille. Merci encore Patricia d'être avec nous ce soir. Ce livre commence ainsi: peut-on être mère, donner la vie et partir aussitôt rejoindre les terres où les hommes s'affrontent, où sévissent la guerre et la mort? Cette question, Patricia, vous l'êtes posée justement à la naissance de votre fille. C'est quoi la genèse de ce livre? Je me suis posé la question et mon environnement aussi s'est posé la question et ma rédaction pratiquement aussi s'est posé la question en pensant que d'abord je ne retournerai pas sur le terrain. Et moi je voulais à tout prix retourner sur le terrain parce que je savais que si je n'y retournais pas, je pourrais plus tard peut-être en vouloir à mon enfant. Et c'est ça que je voulais lui éviter. Alors évidemment, j'ai fait des compromis, mais c'était un travail de dentelle en quelque sorte. Et le livre m'est venu rapidement quand j'ai quitté TF1, c'est-à-dire il y a très peu de temps, en 2021. J'ai parlé pour la première fois, ça peut vous paraître étonnant, de ce métier à ma fille en lui disant « Mais comment tu as vécu toutes ces années où je partais sans arrêt, je revenais, je repartais ?» Elle m'a répondu et j'étais stupéfaite par ses souvenirs. Et j'ai dit, tu peux m'écrire rapidement 3 petites lignes dessus? Elle m'a écrit 3 petites lignes en question. Et j'ai dit, je vais écrire un livre. Je vais bâtir ce livre autour de ses souvenirs d'enfant. Alors vous allez me dire, quand vous êtes parti la première fois 4 mois et demi au Rwanda, vous lui avez pas parlé. Alors non, je lui ai pas parlé, mais le pédiatre de l'époque m'avait dit, il faut appeler votre enfant tous les soirs à la même heure. Et à travers ce livre, je suis sur le terrain et tous les soirs, en fait, vous voyez que je l'appelle. Alors à 4 mois et demi, à 7 mois, 6 mois, je chante des comptines, je chante faux, je vous le dis tout de suite, mais bon, je chantais. Mais dès qu'elle a eu 1 an et demi, 1 an, je lui ai parlé, je lui ai raconté ce que je voyais dans la journée, avec des mots pour des enfants, évidemment. Donc vous partiez et repartiez sans cesse. D'où est venue cette addiction pour les terrains, notamment de guerre? Un peu par hasard, je crois qu'on m'envoyait tout de suite sur des terrains parce que c'était l'époque où on était très peu de femmes. Donc une femme sur les terrains de guerre, on testait en quelque sorte. J'ai même écouté, quand je suis rentrée au service étranger à TF1, on était les premières, quelqu'un dire, sur le ton de la moquerie, « Oh mais une voix de femme pour parler de la guerre, ça va faire bizarre quand même. » On parle de quelle année? On parle des années 84. 83, 84. Et il s'avère que j'ai bien sûr raconté la guerre. Et donc, quand on sait bien raconter la guerre, eh bien, on vous envoie. Et ce qui m'intéressait dans la guerre, c'est pas les boum-boum et les coups de canon ou les coups de Kalachnikov, c'était l'humain dans la guerre. Parce que dans la guerre, on rencontre des hommes et des femmes qui se dépassent, des héros, ce que j'appelle des héros anonymes, et qui nous font nous sentir vraiment tout petits. C'est ça aussi, l'humain qui aide à gérer cette confrontation terrible avec la mort, la misère, la souffrance humaine? Oui, c'est l'humain. Et puis, je dirais, moi, ce qui m'a sauvée, paradoxalement, c'est mon enfant à distance que tous les soirs j'appelais. Parce que je revenais dans une réalité qui n'était pas celle de la mort, qui était celle de la vie. Et cet aller-retour, il y a un soir, je raconte, je suis, peut-être on y reviendra, mais je suis dans une forêt africaine, j'ai vu des choses absolument abominables, et là, je peux pas lui parler. Et je suis assez brutale au téléphone, je lui dis, je te raconterai demain. Parce que l'émotion, la violence, RDC, la violence est trop forte parfois. Alors, l'une de vos premières missions, c'était au Soudan.
Vous avez assisté au largage d'aide humanitaire aux côtés de l'armée belge sur cette ville d'Al-Fashar qui est encore aujourd'hui au cœur de l'actualité. Les États-Unis disent craindre aujourd'hui un massacre à grande échelle à Al-Fashar, grande ville, donc on le voit sur cette carte du Darfour où sévissait déjà à l'époque la famine. Racontez-nous cette expérience, expliquez-nous aussi pourquoi cette ville d'Al-Fashar est encore aujourd'hui au cœur des combats, donc qui oppose les forces du général Al-Bourhan aux forces du général Hemeti. Alors là, c'est la ville qui est encerclée et qui menace effectivement, si elle est prise d'assaut, effectivement, on risque d'avoir un bain de sang puisqu'il y a 800 000 réfugiés dans cette ville. Mais ces réfugiés, c'est quoi? Ce sont des hommes et des femmes des villes, des villages environnantes qui ont fui les combats, mais aussi la famine. C'est-à-dire ils se rassemblaient dans cette ville parce que dans cette ville, il y avait des humanitaires qui apportaient de quoi les nourrir parce que la famine sévit. Et la famine, c'est incroyable. Enfin, au Soudan, vous faites état de cette expérience que j'ai eue dans les années 86, c'est-à-dire avant la naissance de ma fille, donc je ne la raconte pas dans le livre, mais il y avait l'état de famine au Soudan parce qu'il y avait eu des combats avec le Soudan du Sud. Là, pour le coup, les routes étaient insécurisées. Le président, qui était Nyéméry à l'époque, le général, ne voulait pas entendre parler de tout ça. Finalement, il l'a admis. Finalement, l'Union européenne a dit il faut absolument aller au Darfour. Et qu'est-ce qu'on a fait en allant au Darfour? Eh bien, on a fait des largages. Alors, on faisait des largages à El Genina, qui est la ville la plus proche du Tchad. On en faisait d'autres dans le coin effectivement, dans la région d'El Fasher. Et ce qui est fou, c'est que les humanitaires, déjà à l'époque, lançaient des cris d'alarme. Déjà, ils se battaient pour acheminer des vivres, et déjà des gens mouraient, et depuis ça continue. On n'a pas fait de route. Depuis, c'est des vagues de c'est déplacés. Des vagues de, il y a eu la Grande Guerre 2003-2004. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de moyens pour acheminer et pour avoir une logistique dans ce pays qui pourtant est riche. Il y a toutes les mines d'or qui sont trustées par Wagner et par Eneti. Qui sont également présents, effectivement, ces mercenaires russes du groupe Wagner, également présents sur le terrain soudanais. Autre conflit, Patricia, que vous avez couvert et qui lui aussi est toujours d'actualité, la République démocratique du Congo. Alors à l'époque, vous l'avez couvert, ça s'appelait encore le Zaïre, en 1996, 2 ans après le génocide des Tutsis au Rwanda. Des centaines de milliers de Hutus rwandais sont donc réfugiés dans ce qui s'appelle donc le Zaïre. C'est l'une de vos premières missions, cette fois en tant que jeune maman. Tout d'abord, expliquez-nous ce qui se passait alors et à quoi vous avez assisté. Alors, à l'époque, effectivement, en 94, les Hutus fuient au Zaïre parce qu'ils ont peur de la revanche des Tutsis qui, après le génocide, qui viennent de prendre le pouvoir à Kigali, au Rwanda. Donc, ils se retrouvent dans des camps à la frontière du Rwanda, espérant peut-être rentrer, etc. Le Rwanda ne veut plus de cette menace dans les camps, puisqu'il y a effectivement des gens qui mènent des incursions au Rwanda, donc va soutenir une rébellion congolaise et va emmener des hommes sur le terrain. Et donc, dans ces cas-là, dans les camps, c'est la panique. Tout le monde fuit dans la forêt vierge. Autant de vous dire qu'il n'y a pas de route, c'est que des pistes, c'est l'enfer, il pleut, il fait très chaud, etc. Et des centaines de milliers de personnes fuient dans la forêt, poursuivies par des hommes en armes. Et là se passent des massacres totalement à huis clos. Et des gens meurent de faim, meurent de balles, meurent avec des pieds complètement arrachés. Enfin, c'est une catastrophe. Pardonnez-moi, Patricia, on voit une photo Alors là, de l'époque. C'est une photo faite par un camarade de photographe. Là, c'est une petite fille. Alors, on est dans cette forêt et nous, on est dans un train affrété par les humanitaires avec l'accord des Rwandais, en quelque sorte, pour pénétrer dans cette forêt vierge. Et on s'arrête dans des petits postes. Et dans la forêt, sous la forêt, avec les humanitaires, on découvre des cadavres, des gens, etc. Et on découvre cette petite fille abandonnée dans une valise. Un peu de l'humanité, j'ai envie de dire. Parce que cet enfant ne pouvait plus marcher. Ses parents ne pouvaient... ou était peut-être mort. Enfin, son entourage ne pouvait plus la porter. Au lieu de la laisser à même le sol, qui est humide, parce qu'il y a de la pluie, il fait chaud, etc., ils l'ont posée dans une valise en disant qu'au moins elle mourrait dans une sorte de sépulture correcte. Donc nous, mon caméraman à l'époque n'a pas pu continuer à filmer. L'émotion était trop forte. Il a posé sa caméra et on a pris cette petite fille et on l'a emmenée vers le train. Quel parallèle, Patricia, avec... Et là, ce soir-là, j'ai pas pu parler à mon enfant. Le fameux soir, vous étiez donc dans la forêt coupée du monde. Quel parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui en RDC? Alors,
C'est les mêmes. C'est-à-dire qu'on a toujours une guérilla rwandaise qui est implantée dans ce qui est devenu la RDC, plus le Zaïre. Soutenu par le soutenu par le Rwanda. Le M23. Le M23. Donc ce sont des Tutsis, on va dire, de la région, soutenus par le Rwanda. Et qu'est-ce que font ces Tutsis de la région? Eh bien, ils se battent contre des populations locales qui sont accusées de soutenir les anciens génocidaires qui sont toujours là. Là-dessus, il y a l'armée effectivement officielle, qui est une armée qui est en déperdition, qui a toujours été mal armée, etc., qui essaye de maintenir l'ordre, qui n'y arrive pas. Et donc, on a le même chaos hérité de cette époque de 94, sur laquelle s'est greffé des enjeux miniers, parce que vous savez, c'est une mine à ciel ouvert, hein, effectivement, la RDC, sur lequel s'est greffé des trafics, et des enjeux miniers très importants. Et au détriment, on le voit derrière vous, hein, et au détriment de la population, viol de femmes, enfants, enfin, tout ce qu'on voit dans toutes ces guerres oubliées et tout ce qui nous révolte parce qu'on n'en parle pas, assez. Et parler justement de ces guerres oubliées, c'est, disons, l'une des missions que vous êtes fixée. En tout cas, ces guerres oubliées me mettent en colère souvent parce que je suis encore en colère. J'ai encore la capacité de me mettre en colère parce que je trouve que c'est pas possible que l'on n'en parle pas, qu'on ait sans arrêt un filtre. Quel est notre filtre? Il faut que, grosso modo, que les États-Unis et l'URSS, enfin la Russie, excuse-moi, les États-Unis, la Russie et la Chine s'opposent. Et là, le conflit nous intéresse. Quand le conflit n'intéresse pas les grandes puissances, eh bien, nous ne nous y intéressons pas. Patricia, on va parler cette fois d'un autre conflit dans lequel cette fois vous avez risqué votre vie. C'était lors d'une mission donc en Afghanistan en septembre 2011. Vous étiez alors intégré au sein d'une unité de l'armée française et vous avez assisté à une opération nocturne pour neutraliser un taliban qui fabriquait, si j'ai bien compris, des engins explosifs. Et là, donc, vous êtes blessé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, c'était une opération qui a commencé dans la nuit, effectivement, ce qu'on appelle les nuits noires, hein, où c'est les nuits les plus profondes. Voilà une photo de vous, hein, donc. Alors là, ça, c'est une autre mission. Ah, c'est toujours en Afghanistan. Toujours en Afghanistan. Alors là, si vous voulez que je parle de cette mission, alors on va y venir, mais allez-y donc sur la blessure. Sur celle-ci, donc on participe à une opération intégrée à l'armée française, mais pas vraiment un embedment. Je n'avais pas d'attaché de presse, il y avait personne pour nous cornaquer en quelque sorte. Donc là, on était au plus près, on était avec les commandos, avec ceux qui s'infiltrent le plus avant dans les villages. Autant vous dire que la discrétion n'était pas assurée parce que, effectivement, les chiens aboient dans la nuit. Donc tout le monde sait qu'il se passe quelque chose. Et à 4 heures du matin, on a quand même marché assez longtemps, en arrivant dans le village où était la cible, désignée par l'armée, eh bien, on est attaqué. Les combats ont duré 10 heures. Au bout de 5 heures, j'ai été blessée. Alors j'ai eu de la chance parce que il y a eu quand même un mort, 2 très 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 graves blessés et 30 autres blessés parmi les Français. Donc c'était une très grosse embuscade, 10 heures de combat. Moi j'étais blessée au bras et à la tête. Je m'en suis sortie, donc j'ai beaucoup de chance. Et le plus dur, c'est que, après, si vous voulez, dans ce moment-là, j'ai tout appris. Parce qu'au moment où la roquette frappe l'endroit où on s'est réfugié, c'est de la fumée, ça explose de partout, j'entends des cris, et tous les militaires autour posent la question: où est le chef? Où est le chef? Comme si le chef avait été touché, c'était tout l'équilibre qui était en jeu. Autre remarque que j'ai fait à ce moment-là, c'est qu'au début des combats, je m'intéressais beaucoup aux populations afghanes, parce que comme l'armée était attaquée, on pénétrait dans les maisons pour se réfugier, pour passer d'une maison à une autre, pour s'exfiltrer. Au début, j'ai filmé les Afghans, je m'intéressais à eux, je leur parlais. Au bout de 5 heures, avant d'être blessé, je ne filme plus que les Français. C'est-à-dire que le stress ou la peur, qui n'était pas palpable, mais qui devait être à l'intérieur, m'a fait perdre ma distance et mon équilibre. Et j'ai pris parti, puisque je ne filmais plus que les Français. Et votre regard sur l'Afghanistan d'aujourd'hui ? L'Afghanistan aujourd'hui, c'est un pays que l'on a d'abord très maltraité, parce que penser qu'une armée peut apporter quelque chose et de la stabilité à un pays, c'était se leurrer, ça on le savait très vite. Et donc aujourd'hui, l'Afghanistan a replongé dans le noir le plus total, mais le noir essentiellement pour les femmes, parce que les hommes, ma foi, ils s'en sortent presque, enfin ceux qui veulent bien accepter d'être passe-muraille.
L'une de vos dernières missions, cette fois mission marquante, c'était au Yémen à l'automne 2018. Le pays était donc en pleine guerre, pays quasi fermé. Vous y êtes d'ailleurs entré clandestinement. Comment vous avez fait et qu'est-ce que vous avez ressenti de justement, enfin ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, mais de pouvoir témoigner sur un conflit très peu couvert? Alors là, effectivement, le pari, c'est d'accéder à l'endroit qui vous est pratiquement interdit. Comme vous avez vu quand je suis déguisée en burqa là en Afghanistan, c'était pour aller à Kandahar. À Kandahar, on ne pouvait pas y aller parce qu'il y avait trop d'enlèvements, donc il fallait qu'on soit comme des Afghans. Donc voilà, là, je portais la burqa. Pour aller au Yémen, je portais totalement le voile intégral, etc. Et donc, aller au Yémen du Sud était possible, mais aller au Yémen du Nord, c'était pas possible. Toutes les frontières étaient fermées. Donc là, il faut rentrer clandestinement en se mettant d'accord avec les gens du Yémen du Nord. Et donc, il faut passer par des routes totalement clandestinement. Bon, on l'a fait, on a réussi. C'est des zones où il y a Al-Qaïda dans la région, donc il y a du danger. Mais ce qui était étonnant, et j'ai envie de vous raconter cette anecdote parce qu'elle est révélatrice, à un moment donné, on s'arrête au bord d'une route et notre fixeur fait monter quelqu'un. Et je lui dis, mais qui est-ce? Il nous dit, c'est notre passeport. Je dis, notre passeport. Il dit, oui, sa famille est d'Al-Qaïda. Enfin, ils ont fait. Alors je dis, le mec est d'Al-Qaïda, ben ouais. Mais il me dit, oui, mais vous comprenez rien, Al-Qaïda en Occident. Al-Qaïda, nous, on se parle, on est frères, on est cousins. Donc, comme c'est mon parent, il est dans la voiture. Et donc, si Al-Qaïda veut nous arrêter, ben, on continuera la route tranquillement. Et donc, c'était absolument surréaliste. Et puis après, dans la partie nord, j'ai découvert des choses abominables. Une famine, là encore, pas couverte, oubliée. Et quelques ONG, dont Médecins sans frontières, qui risquent leur vie et tous les ennuis qu'ils peuvent avoir pour être au plus près. Mais il y a des endroits où ils ne pouvaient pas avoir accès. Je l'évoquais en préambule, Patricia, hier dans le 22e rapport annuel de Reporters sans frontières, le constat était donc celui d'une dégradation un peu généralisée, enfin en tout cas dans beaucoup d'endroits de la planète, de la liberté d'informer et d'être informé. Plus que jamais aujourd'hui, le travail des reporters de guerre, enfin des reporters de terrain de manière générale et des reporters de guerre est essentiel. Ah oui, moi je crois qu'à l'heure effectivement des fake news ou de la com à outrance, parce qu'il n'y a pas que les fake news, excusez-moi, mais la com à outrance politique ou économique, pour moi c'est de la torsion de la réalité. Et donc l'importance du travail de terrain, que ce soit un journaliste économique qui fasse du terrain, que ce soit un journaliste qui part dans les quartiers et que ce soit nous sur les terrains de guerre, pour moi, c'est essentiel parce que là, on n'est que le révélateur de la réalité et on essaye d'être qu'un buvard posé sur une petite tâche et on apporte la grosse tâche au public. Merci infiniment, Patricia Lémonière, d'être venue nous voir ce soir. Merci infiniment pour votre témoignage passionnant. Et donc, je rappelle le titre de votre livre qui est récemment paru, Au cœur du chaos, la guerre racontée à ma fille. Merci encore, Patricia. C'est la fin de cet entretien.